La grande ville de Shanghai, un jour de septembre 1937. Le début d'un effroyable nouveau genre de guerre. Le premier bombardement aérien d'une population civile sans défense. Pourquoi ces Chinois innocents doivent-ils mourir sous cette grêle d'obus japonais? Pour trouver la réponse à cette question, nous devons connaître certaines données concernant la Chine et le Japon. Et pour comprendre la Chine, nous devons prendre en compte 3 faits essentiels. La Chine est une histoire, la Chine est une terre, la Chine est un peuple. Ce vaste territoire comprend la Chine proprement dite et 4 provinces extérieures. Au nord, la Mandchourie, immense et désolée, mais très riche en matières premières. Jouxtant la Mandchourie se trouve la Mongolie et le Xinjiang. C'est là que s'étend le désert de Gobi, vaste plateau 2 fois grand comme le Texas et peuplé de tribus de nomades qui se déplacent en longues caravanes de chameaux sur les anciennes routes des marchands. À l'ouest, c'est le Tibet, le toit du monde, dont les contours embrassent l'extrémité orientale de la chaîne himalayenne. Une terre de mystère que peu d'hommes ont foulée. Et de ces vastes montagnes de l'ouest surgissent les 3 fleuves qui sont la sève de la Chine. Le Huanghe, ou fleuve jaune, est réputé comme étant le fléau du pays à cause des fréquentes inondations qu'il provoque. Au sud coule le Xinjiang, la rivière de perles qui se jette dans la mer en face des ports de Canton et de Hong Kong. Mais le plus grand de tous ces fleuves est le Yangtze-Kiang, qui, en effectuant de nombreux méandres, sillonne et fertilise le cœur de la Chine sur 5500 km. Oui, la Chine est une terre, et après la Russie, le pays le plus étendu du monde. Mais surtout, la Chine est un peuple, 450 millions d'habitants. Si la population entière de la Chine devait passer devant nous en rang par 4, vous ne verriez jamais la fin de la procession, car de nouveaux Chinois naîtraient et grandiraient avant que le dernier rang ne soit passé. Un habitant de la planète sur 5 étant chinois, nous ne pouvons pas rester dans la méconnaissance de la personnalité de ce peuple. Ce qui est frappant, c'est que jamais, au cours de ces 4000 ans d'histoire, les Chinois n'ont livré de combat dans un but de conquête. Oui, les Chinois sont ainsi. Ils ont développé l'art de l'imprimerie et des caractères mobiles. Ils ont inventé le compas de navigation sans lequel on ne pourrait traverser aucun océan. Ils ont été parmi les premiers astronomes et les observations qu'ils ont faites des étoiles et des planètes ont permis l'élaboration d'un système très précis de mesure du temps. Et pourquoi les Anglais appellent-ils leur porcelaine China? C'est parce que ce sont les Chinois qui ont inventé l'art de la porcelaine. Et comme chacun le sait, ils ont inventé la poudre également, mais pas en vue d'en faire une arme de guerre, simplement pour célébrer leurs cérémonies et fêtes religieuses. C'est aussi un de leurs grands philosophes qui, 500 ans avant la naissance du Christ, a donné à l'humanité ce conseil plein de sagesse. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Oui, le peuple chinois est ainsi.
Son but est d'enrichir le monde dans lequel nous vivons. Oui, la Chine est terriblement ancienne, incroyablement vaste et extraordinairement peuplée. Pourtant, c'est depuis peu que les Américains se sentent concernés par ce pays. Aujourd'hui, en effet, un grand changement a eu lieu. À présent, la Chine est l'allié des États-Unis. La Chine combat le même ennemi, le Japon, depuis 7 longues années. Pourquoi en est-il ainsi? Si en 4000 ans d'histoire, les Chinois n'ont jamais lancé une guerre d'agression, pourquoi les a-t-on forcés à se battre et à mourir par millions? Ce projet était clairement défini dans un plan d'action pour la conquête du monde, établi en 1927 par Tanaka, le ministre japonais des Affaires étrangères. Pour conquérir le monde, nous devons d'abord conquérir la Chine. En quoi consistait le rêve insensé de Tanaka? Phase 1, conquérir la Mandchourie pour ses matières premières. Phase 2, absorber la Chine tout entière pour son potentiel humain, morceau par morceau, afin de ne pas alerter le reste du monde. Phase 3, balayer le Sud pour s'emparer des richesses des Indes. Phase 4, mettre le cap vers l'Est pour écraser les États-Unis. Mais comment le Japon, avec 1/20 de la superficie de la Chine et 1/6 de sa population, pouvait-il espérer conquérir ce pays gigantesque et a fortiori le monde? Il y avait 2 raisons à cela. Tout d'abord, la Chine moderne, malgré ses 4000 ans d'histoire, se présentait comme un puzzle en pièces détachées. Chacune de ces pièces avait à sa tête un dirigeant différent et possédait sa propre armée. En d'autres termes, la Chine était un pays, mais pas encore une nation. Au contraire, le Japon était une monarchie absolue, bien organisée, disposant d'une armée forte, disciplinée et entraînée. La seconde raison réside dans l'utilisation que chacun des 2 pays a su faire de la civilisation occidentale. Voyons ce que la Chine en a tiré. Ce document nous présente un très grand homme politique, Sun Yat-sen. En 1911, cet homme a fomenté un soulèvement populaire qui a entraîné la fin de l'ancien gouvernement impérial chinois et a été à l'origine d'une ère nouvelle, celle de la République moderne de Chine. En 1925, Sun Yat-sen mourut, mais ses disciples, sous la direction de Chiang Kai-shek, poursuivirent son œuvre monumentale dans un double but, l'unification de la Chine et sa modernisation. L'industrie chinoise était archaïque et inefficace. Les transports étaient lents et inadaptés. Alors, des voies de chemin de fer commencèrent à relier les ports maritimes et fluviaux aux villes de l'intérieur. Un réseau se développa connectant les lignes de chemin de fer à la Chine profonde. Après avoir laissé dormir pendant des siècles ses abondants stocks de matières premières, la Chine commençait à les exploiter, charbon, fer, étain. Et très vite, les machines et les équipements des nouvelles usines fournirent les produits de la nouvelle économie de la Chine. Les Chinois surent exploiter le meilleur de ce que leur avait apporté la civilisation occidentale pour faire progresser leur pays. Et tandis qu'ils construisaient cette nouvelle nation, à 1 journée et demie de bateau, le Japon guettait. Là, l'empereur tout-puissant et ses fanatiques seigneurs de la guerre utilisaient également la civilisation occidentale, mais à une seule fin, créer une des machines de guerre les plus puissantes du monde. Leur but, l'absorption totale de la Chine et la mise en application du plan Tanaka. Pendant des années, le Japon, secrètement mais avec acharnement, formait une armée de terre moderne et construisait une flotte navale et aérienne de pointe pour frapper sournoisement les cibles qu'il avait choisies. Nous savons tous aujourd'hui que le Japon a fortifié les îles du Pacifique en violation de tous les traités internationaux. Et comme nous l'avons dit, les Japonais en 1931 déclenchèrent la phase 1, l'occupation de la Mandchourie. Les quelques feux qu'ils allumèrent en Mandchourie devaient très vite se propager et prendre des proportions incontrôlables. La phase 1 du plan Tanaka était achevée et s'était déroulée comme prévu. Les Japonais avaient parié qu'ils s'empareraient de cette parcelle de terre sans avoir recours à une guerre de grande envergure, et ils avaient gagné leur pari. L'unification de la Chine était encore trop lointaine
pour que les Chinois se soient sentis concernés par le sort de leurs compatriotes du Nord. Forts de cette victoire, les Japonais continueront à pratiquer cette tactique d'occupation morcelée et quelques mois plus tard, ils frapperont un nouveau coup à Shanghai. La résistance chinoise fut si remarquable que les Japonais renoncèrent. Ils attendirent encore une année, puis frappèrent à nouveau au nord, arrachant à la Chine la province du Géol. Encore une fois, on les laissa faire. Le monde entier désapprouva cette action. La Chine protesta, mais les Japonais avaient obtenu ce qu'ils voulaient, une nouvelle partie de la Chine, et cela sans avoir eu recours à une guerre. Et pour diriger la Mandchourie et le Géol, ils instaurèrent un gouvernement fantoche avec à sa tête leur marionnette, Pu Yi, dernier souverain de la dynastie mandchoue ayant régné sur la Chine de 1908 à 1911. Mais les dirigeants de la Chine nouvelle n'ont pas oublié que d'autres barbares avaient déjà envahi leur pays. La Grande Muraille en est le témoignage. Leurs ancêtres l'avaient construite il y a plus de 2000 ans à travers plus de 2500 km de montagnes et de déserts pour se protéger des envahisseurs barbares venus du Nord. On dit de la Grande Muraille que c'est la seule construction humaine visible de la Lune, mais les Chinois savaient bien que les barbares des temps modernes ne pourraient pas être arrêtés par un mur, aussi solide et imposant fût-il. Pas plus qu'ils ne sauraient être arrêtés par des hommes, à moins qu'ils ne fussent unis. Or, en 1937, l'unification de la Chine avait progressé à un point tel que les Japonais ne pouvaient qu'avoir de sérieuses inquiétudes. La seule arme qu'ils ne pouvaient permettre à la Chine de posséder, c'était l'unité. Ils frapperaient donc à nouveau avant que la Chine ne devienne une nation. Cette fois-ci, le bilan allait être très lourd. La Chine allait perdre 5 nouvelles provinces du Nord. Colonel W. Meyer. Dans la nuit du 7 juillet 1937, au pont Marco Polo, à quelques kilomètres au sud de Pékin, la machine de guerre japonaise a frappé. En l'espace de quelques semaines, les envahisseurs contrôlaient Tientsin et Pékin. Il semblait que les Japonais allaient encore avoir une victoire facile. À présent, le Japon prenait une pause pour assimiler sa nouvelle conquête. Les Japonais, fervents pacifistes, ne voulaient pas la guerre s'ils pouvaient s'emparer des terres autrement. Mais cette fois, on leur avait réservé une rude surprise. Cette fois-ci, au lieu de protester ou de négocier, les Chinois ripostèrent. Près de Shanghai, là où les Japonais s'y attendaient le moins. Pour bien comprendre le combat qui s'ensuivit, il faut savoir comment se présente la ville de Shanghai. Située à l'embouchure du Yangtze, c'est la plus grande ville de Chine et aussi le plus grand port maritime d'Extrême-Orient. En tant que tel, Shanghai tient une place prédominante dans les échanges commerciaux de la Chine. C'est par ses quais et ses canaux que circulent la plupart des richesses d'Orient. Shanghai est vraiment le point de confluence entre l'Orient et l'Occident. À l'intérieur de cette ville de 3,5 millions de Chinois se trouvait une autre ville, un territoire étranger, composé de la concession française et du quartier international. Les différentes puissances, parmi lesquelles la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et le Japon, y avaient installé leurs troupes pour assister la police municipale de Shanghai. Elles avaient pour but de faire respecter l'ordre et la paix et de protéger les établissements internationaux. Ces détachements étaient en nombre limité, mais les Japonais avaient secrètement et en violation de tous les accords signés, augmenté les effectifs de leur propre garnison, de telle sorte que, lorsque les combats commencèrent, en août 1937, ils se crurent prêts à parer à toute éventualité.
La contre-attaque chinoise fut d'une telle force qu'elle faillit entraîner les Japonais au fond du Huangpo. Cependant, grâce à l'artillerie lourde de leurs navires de guerre, les Japonais purent tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Des débarquements eurent ensuite lieu dans les environs du fort de Wusong, à Liuho et Lotien, sur le Yangtze-Kiang, au nord de Shanghai. Les Chinois se replièrent à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres pour se mettre à l'abri des tirs de la flotte japonaise. Dans le même temps, les envahisseurs réussirent un accostage surprise à environ 30 km au sud de Shanghai, où ils firent débarquer 2 divisions avant de poursuivre rapidement vers le nord pour encercler la ville, dont ils s'emparèrent le 13 décembre 1937. Les troupes chinoises firent alors mouvement vers l'ouest et le sud en direction de Nankin et de Hangzhou, mais seulement la moitié de l'armée chinoise qui avait combattu à Shanghai put se retirer. Pendant ce temps, fou de rage à l'idée que quiconque puisse résister à la grande puissance impériale, les Japonais se vengèrent sur la population civile de la ville, une ville désarmée, et massacrèrent des milliers de civils par des bombardements aériens. Certains trouvèrent refuge à l'intérieur de l'établissement international car le Japon n'osait pas, à cette époque, s'attaquer aux installations des puissances étrangères. Mais il n'y avait pas de place pour tout le monde. Pour chaque individu qui avait réussi à y pénétrer, des milliers d'autres se trouvaient acculés aux grilles, démunis et sans défense contre l'attaquant japonais. Il n'y avait aucune issue pour ces êtres pris de panique et désespérés. Ils ne purent que s'engouffrer dans les rues étroites qui les menaient au centre de la ville, où bon nombre d'entre eux périrent sous les décombres des bâtiments bombardés. Ainsi, les Japonais firent connaître au monde un nouveau genre de guerre. Une guerre de terreur et d'extermination des masses. Lorsque cette campagne fut achevée, le Japon occupait toute la péninsule à l'est de Shanghai. Procédant à une réorganisation rapide, ils lancèrent ensuite une attaque coordonnée sur Nankin. Une colonne suivit la voie de chemin de fer, tandis qu'une autre obliqua en direction du sud. Cette dernière se divisa et poursuivit sa route, espérant couper toute possibilité de retraite aux armées chinoises qui défendaient Nankin. C'est là, au milieu du Yangtze, que les Japonais attaquèrent une canonnière américaine, le Panay, malgré ses inscriptions tout à fait distinctes. Le bateau fut bombardé et coula, faisant de nombreuses victimes. Ce fut le premier vaisseau de guerre américain envoyé par le fond.
Mais officiellement du moins, ce fut une méprise. Et le gouvernement américain accepta les plates excuses présentées par le Japon. Entre-temps, à Nankin, les Chinois défendaient vaillamment leur ville, qui était la capitale de la République de Chine. Mais, encore une fois, les forces japonaises étaient trop importantes et après une bataille qui ne dura que quelques jours, la ville tomba aux mains de l'ennemi. Lors de l'occupation de Nankin, les Japonais se surpassèrent dans la barbarie. La population désemparée et sans défense fut encerclée près des murs de la ville et ne put s'échapper. Une rage terrifiante s'empara des soldats japonais. Ils violèrent et torturèrent. Ils tuèrent et massacrèrent. Ce fut l'un des massacres les plus sanglants de toute l'histoire. Il coûta la vie à 40 000 hommes, femmes et enfants. Mais n'aurait-il pas mieux valu pour certains des survivants qu'ils périssent avec leurs congénères, car les souffrances que leurs corps déchirés et mutilés leur faisaient endurer étaient pires que la mort. Ces images ont été prises par un missionnaire américain et ont pu sortir clandestinement de Chine après la prise de Nankin. Elles étaient d'autant plus atroces que tout avait été soigneusement planifié par le haut commandement japonais pour arracher une fois pour toutes le cœur des Chinois. Alors il apparut que ce dont Sun Yat-sen avait rêvé, ce pourquoi Chiang Kai-shek s'était battu, ce qui était plus solide qu'une muraille, avait en fin de compte triomphé. La volonté de résister. Par cet acte sanguinaire, le Japon avait fait naître ce que des milliers d'années d'histoire n'avaient jamais réussi à créer, une Chine unie dans la révolte et dans l'action. La nation tout entière doit se lever comme un seul homme et combattre l'ennemi japonais. Nous nous battrons de toutes nos forces. Il s'agit pour nous d'une guerre d'indépendance et de survie. Nous ne nous soumettrons jamais. Nous résisterons jusqu'à notre dernier souffle. Mais les Chinois savaient bien que la volonté de résister n'était pas un élément suffisant en soi. Ils savaient que la Chine devait aussi se donner les moyens de résister, et cela ne pouvait se faire du jour au lendemain. Voici donc quel fut leur plan. Ils céderaient une par une quelques parcelles de leur territoire, le temps de rassembler les forces et de développer l'armement qui leur permettrait de débarrasser leur pays de l'envahisseur. La puissance industrielle de la Chine devait s'étendre vers l'ouest, par-delà les montagnes, au-delà des voies de chemin de fer, au-delà des voies de communication. Là, à l'abri de l'occupant, ils pourraient fabriquer les fusils et les canons dont l'armée avait un besoin urgent et vital. Ainsi, la Chine perdrait de l'espace pour gagner du temps. De l'espace contre le temps de faire sauter les routes. De l'espace contre le temps de brûler les terres. De l'espace contre le temps de faire sauter les usines. Ne rien laisser à l'envahisseur. Alors le peuple se leva et partit, à dos de mulet, à pied ou en rampant.
30 millions de Chinois, mus par une impulsion prodigieuse, se levèrent et partirent vers l'ouest. La terre fumant sous leurs pieds, ils traversèrent plus de 3000 kilomètres d'étendue sauvage sans aucune route. Le monde fut témoin du spectacle de la migration la plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. Les Chinois emportèrent avec eux dans ce voyage homérique tout ce qui pouvait leur être utile, leurs bibliothèques, leurs écoles, leurs hôpitaux. Ils les avaient démontés pour les emporter avec eux. Des machines d'1 millier d'usines et pesant au total 150 millions de kilos furent transportées par camions, charrettes à bœufs ou à dos d'hommes. 3000 kilomètres plus loin, 3000 kilomètres vers l'ouest. Partout où ils le pouvaient, ils se rassemblaient autour des quelques voies ferrées qui restaient et attendaient, dans l'espoir qu'un train pourrait les rapprocher de leur lointaine destination. Et lorsque le dernier train eut transporté le dernier homme et la dernière machine, ils démontèrent boulon après boulon, rail après rail, la voie ferrée et l'emportèrent avec eux, afin de ne rien laisser à l'ennemi. Toutes les voies d'eau qui menaient à l'ouest étaient lourdement chargées. Toutes les barges, tous les sampans furent mis à contribution, pleins à ras-bord du matériel si précieux à la construction de la Chine nouvelle. Rien ne pouvait les arrêter, pas même les rivières qui se rétrécissaient au fond des gorges montagneuses. Ils progressaient toujours plus loin vers l'ouest avec leur cargaison de matériel plus précieux que de l'or. À présent, sur les terres montagneuses de l'Ouest, les anciennes villes s'éveillaient sous un éclairage nouveau. La principale de ces villes était la nouvelle capitale de la Chine libre, Chongqing. C'est ici, au sommet des falaises surplombant le Yangtze, que les Chinois réinstallèrent leur gouvernement. Ils savaient cependant que les habitants de la ville ne seraient pas à l'abri des raids aériens japonais. Le souvenir de Shanghai était encore frais dans leur mémoire. Et dans les falaises de grès sur lesquelles était bâtie la ville, des milliers d'ouvriers furent chargés de la construction de caves qui serviraient d'abri aux habitants et aux quelques machines qu'ils possédaient et qui leur étaient aussi précieuses que la vie. Pour les Japonais, Chongqing était devenu le cœur d'une nation chinoise qu'ils voulaient à tout prix conquérir. Détruire Chongqing, c'était couper l'énergie de la nouvelle Chine. Et puisqu'ils ne pouvaient pas atteindre la ville par terre, ils enverraient leurs bombardiers qui la détruiraient par la voie des airs. Face à la flotte aérienne japonaise, la défense de Chongqing fut, pour les avions chinois lents et vétustes, une opération suicidaire.
Mais ni les avions japonais ni les bombes japonaises ne purent détruire la vie de la ville. Car non seulement la population, mais aussi les usines s'étaient installées en sous-sol, là où les machines pouvaient fonctionner jour et nuit, à l'abri des bombes et des obus. Cette fois, les Chinois avaient anticipé l'attaque ennemie. Malgré les bombardements, le feu et les ravages, les Chinois tinrent bon. Chongqing en flammes devint le symbole de leur ténacité. Alors, l'appel aux armes retentit à travers toute la Chine. Et du cœur de cette immensité, des millions de voix répondirent à cet appel. Ils vinrent du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, pour constituer une armée populaire, le cœur animé d'une foi nouvelle. Des hommes et des femmes quittèrent leurs maisons et leurs fermes, afin de lutter pour des valeurs plus importantes à leurs yeux que celles représentées par leurs biens personnels. Ils se battaient pour la Chine nouvelle. Les nouvelles recrues étaient sans aucune expérience, mais l'entraînement qu'on leur imposa les endurcit et augmenta leur efficacité. On leur apprit la discipline, on leur apprit à frapper, on leur apprit à tuer. La jeunesse chinoise fut aussi mise à contribution. On forma des jeunes à l'assistance aux malades et aux blessés. Des femmes accompagnaient leurs maris, leurs frères ou leurs fiancés en uniforme. Des volontaires d'autres pays volèrent aussi au secours de la Chine. Des hommes rompus à la lutte contre la tyrannie et l'oppression dans quelque pays que ce fût. Des Américains comme le légendaire général Chennault et ses tigres volants qui, avec une flotte aérienne pourtant réduite, abattaient des avions ennemis à raison de 20 pour un des leurs. Les Japonais avaient espéré se lancer à la conquête du monde sur le dos du gigantesque cheval de labour chinois. Phase 2 du plan Tanaka. Ils soumettraient la bête de Somme à leur volonté. Mais le grand cheval, tenace et patient, refusa de se laisser soumettre. Les Japonais hors d'eux voyaient tous leurs rêves de conquête près de s'effondrer comme un château de cartes. Alors ils entreprirent d'annihiler la force du géant en coupant les artères principales qui l'alimentaient et lui donnaient vie. Ils s'infiltrèrent en suivant les rivières, les voies ferrées détruites par les Chinois furent reconstruites par des travailleurs de force, et les Japonais pénétrèrent à l'intérieur des terres pour s'assurer le contrôle des principales voies de communication. Ils coupèrent également les liaisons maritimes avec l'extérieur, en effectuant un blocus avec les bâtiments de leur flotte. La stratégie nippone consisterait désormais à isoler la Chine. L'un après l'autre, tous les ports furent occupés. Cela signifiait que la Chine se trouvait privée des produits qu'elle ne pouvait fabriquer elle-même et qu'elle importait de chez ses amis occidentaux. Sans pétrole ni gaz, sans armes ni avions, la Chine était perdue. Toute la côte chinoise aux mains des Japonais, il n'y avait plus que 2 routes possibles par lesquelles acheminer le matériel et les produits vitaux. Une étroite voie ferrée reliait le littoral à Kunming, d'où partait une piste pour les camions qui conduisaient à Chongqing. Mais son efficacité était limitée. Il y avait aussi l'ancienne piste des caravanes de chameaux qui reliait la Russie au désert de Gobi. Cette route était encore plus difficile. Non seulement ces routes étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de la Chine, mais elles étaient trop près du territoire japonais pour être sûres. Il n'existait qu'une seule autre possibilité,
En Birmanie, une voie ferrée reliait le port de Rangoon à Lashio. Cette voie était séparée de la piste des camions partant de Kunming par des centaines de kilomètres de hauts massifs et de profonds canyons. Si l'on pouvait remplacer par une route moderne ces chemins de montagne tortueux, où seuls pouvaient alors passer péniblement des convois de chariots tirés par des bêtes de somme, la Chine aurait un accès facile vers la Birmanie et la mer. On s'adressa à plusieurs entreprises mondialement connues pour la réalisation de ce projet. Elles affirmèrent que le travail pourrait être effectué en 6 ou 7 ans si la Chine leur fournissait un matériel de pointe. Mais la Chine ne possédait pas ce matériel, pas plus qu'elle ne pouvait attendre les 6 ou 7 ans requis. Aussi entreprit-elle elle-même et à main nue la construction de la route. Et c'est à la sueur de leur front et à la force du poignet que ces hommes donnèrent le jour à la route de Birmanie, non pas en 6 ou 7 ans, mais en moins de 12 mois. Un monument venait de s'élever à la gloire de l'esprit nouveau de la Chine. Sitôt achevée, la route de Birmanie fut mise en service. Par milliers, les camions y faisaient des navettes incessantes, grimpant jusqu'à près de 3000 mètres d'altitude, effectuant des virages en épingle à cheveux au bord d'impressionnants précipices qu'ils frôlaient dangereusement. Et le sang de la Chine se remit à circuler à l'intérieur de cette artère vitale jusqu'à la mer, sous la protection des admirables tigres volants du colonel Chennault. Mais les Chinois durent payer très cher le miracle qu'ils accomplirent en construisant cette route, car c'est aussi en drame et en lourde perte que se mesure cet exploit. En effet, durant la construction de la route de Birmanie, les forces armées japonaises avaient saccagé et anéanti près des 2/3 des voies de chemin de fer du pays. Au cours de l'été 1938, ils entreprirent de s'emparer du tiers restant, à commencer par la jonction ferroviaire de Chengchu, un lieu d'une importance capitale. Chengchu se trouvait sur les berges du fleuve Jaune, le fléau de la Chine. À l'origine, le fleuve coulait de Chengchu en direction du sud-est pour se jeter dans la mer Jaune. Mais une grande crue en modifia le cours qui se trouva détourné vers le nord. Tandis que les crues continuaient à provoquer de dramatiques inondations, des générations de Chinois travaillaient assidûment à la construction de la digue qui devait protéger leurs maisons et leurs récoltes. En 1938, tandis que les Japonais avançaient sur Chengchu, les Chinois firent sauter la digue sud du fleuve Jaune, provoquant ainsi une inondation qui coupa la route à l'ennemi. Le fleuve réintégra ainsi son lit originel, formant une barrière qui, depuis lors, empêcha les Japonais de s'infiltrer dans cette région. Ainsi, une fois de plus, les Chinois n'avaient pas reculé devant le sacrifice, ni devant le prix à payer pour leur liberté. Ils avaient perdu du terrain pour gagner du temps. Et les Chinois n'avaient pas encore cessé de surprendre. Vous remarquerez que cette carte de la conquête japonaise ne ressemble pas aux cartes militaires habituelles. Selon tous les critères militaires, elle aurait dû ressembler à cela. C'est d'ailleurs ainsi que les Japonais auraient souhaité qu'elle fût. Mais les Japonais commençaient à apprendre que l'occupation des villes chinoises et le contrôle de leurs voies de communication étaient loin de signifier l'assujettissement de la Chine. Ils apprirent aussi que les Chinois avaient formé des groupes de partisans entraînés au harcèlement des forces japonaises. Ces partisans étaient pour la plupart des fermiers qui n'avaient pas suivi la grande migration vers l'ouest. De paisibles fermiers devenus de redoutables guerriers, un ennemi imprévisible et incontrôlable. Les Japonais tenaient les lignes de communication, mais ces groupes insurrectionnels attaquaient inlassablement les positions de l'envahisseur japonais. Quand les Japonais essayaient de les éliminer, ils disparaissaient pour réapparaître ailleurs.
Attaquant par surprise, ils tendaient des embuscades aux patrouilles ennemies. Les Japonais ne combattaient pas seulement les Chinois, ils devaient combattre aussi la terre chinoise, les distances énormes, les rivières, les inondations, les marais et les marécages. Ceux-là aussi étaient des ennemis qui défiaient la machine de guerre japonaise. Le destrier géant que le Japon voulait chevaucher pour conquérir le monde s'avérait être un étalon intrépide et indomptable. La phase 2 du plan Tanaka s'était embourbée dans ce que les Japonais appellent encore aujourd'hui l'incident chinois. Cet échec plongea le Japon dans la perplexité. La phase 2 du plan Tanaka restait inachevée, mais les phases 3 et 4 ne pouvaient plus être retardées. S'ils voulaient voir se concrétiser les objectifs du plan Tanaka, le moment était venu pour les Japonais de frapper, maintenant. Alors que la Russie avait d'autres préoccupations. Maintenant, avant que la Grande-Bretagne n'ait eu le temps de se ressaisir. Maintenant, avant que les États-Unis n'aient le temps de rassembler des forces trop importantes. Ainsi, le Japon prit une décision qui allait lui être fatale. Il passerait directement aux phases 3 et 4, la conquête des Indes et des États-Unis, sans attendre d'avoir mené à bien la phase 2, à savoir la conquête de la Chine. À cet effet, pour paralyser la puissance américaine dans le Pacifique, sans avertissement, selon son habitude, il frappa à Pearl Harbor. Apparemment, la situation de la Chine devait s'être considérablement améliorée. En effet, dans sa lutte contre le Japon, elle avait aujourd'hui des alliés, les Anglais, les Hollandais, les Américains. Mais la réalité était tout autre. Car durant les premiers mois tragiques de 1942, les États-Unis et la Grande-Bretagne essuyaient défaite après défaite face à l'ennemi commun. La Chine en subissait un terrible contre-coup. À la suite de la défaite des Alliés, la Chine perdit la route de Birmanie. Cependant, les Chinois ne perdirent jamais courage et leur détermination ne faiblit pas un seul instant. Et dans le livre d'histoire de ces longs mois de 1942 de défaites cuisantes, une page nouvelle était tournée. La ville de Changsha. Les Japonais la convoitaient pour deux raisons. Elle était au milieu des rizières les plus fertiles et c'était également un important carrefour ferroviaire. Par deux fois déjà, ils avaient essayé de la prendre et par deux fois, ils avaient été repoussés. Réunissant une force de frappe massive à Yocheu le 24 décembre 1941, les Japonais se dirigèrent sur Changsha vers le sud en 3 colonnes. Les forces chinoises avaient organisé une résistance symbolique sur 3 points. Mais au lieu de se replier sur Changsha, ils se replièrent à l'est vers les montagnes. Le 31 décembre, les Japonais encerclèrent la ville, ils eurent vite raison des troupes qui en défendaient l'entrée et attaquèrent les défenses intérieures de 4 directions différentes. Malgré une résistance féroce, les Japonais étaient persuadés que la chute de Changsha n'était qu'une question d'heure. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils étaient tombés dans un piège, car les forces chinoises qui s'étaient repliées dans les collines fondaient à présent sur les lignes de ravitaillement japonaises pour les mettre en pièces. Très vite, les forces japonaises qui attaquaient la ville se trouvèrent privées de vivres et de munitions et commencèrent à se retirer, tandis que les Chinois lancèrent une contre-offensive et les repoussèrent. La colonne japonaise dut fuir sous la pression des forces militaires chinoises. La bataille de Changsha fut une magnifique victoire pour le peuple de Chine. Un peuple qui refusait de se rendre, un peuple fermement décidé à se battre pour sa liberté et pour sa terre.
Et à l'aube de l'année 1944, une autre grande histoire était en train de s'écrire. Des îles aléoutiennes jusqu'au Pacifique Sud, les États-Unis et ses alliés, jusqu'alors sur la défensive, passent à l'attaque. Dans la jungle de la Nouvelle-Guinée, sur les îles Gilbert et Marshall, sur les côtes de la Nouvelle-Bretagne, sur les vastes eaux du Pacifique, le Japon doit faire face aux forces armées de plus en plus puissantes des nations qu'il a attaquées. Et en Inde, les forces américaines, britanniques et chinoises se rassemblent sous le commandement de Lord Mountbatten pour libérer la Chine. Le leader des forces américaines est le général Stilwell, qui a eu l'immense honneur d'être le chef d'état-major du corps expéditionnaire chinois. L'une après l'autre, les forces chinoises recrutées sur le tas sont embarquées à bord d'avions qui les transportent de Chine en Inde, où elles sont armées et équipées du matériel moderne américain le plus performant. Ces troupes subissent un entraînement intensif pour être le fer de lance de l'attaque contre le Japon. À travers les territoires occupés par l'ennemi dans le nord de la Birmanie, ils poursuivent la construction de leur route à travers les montagnes, à travers les marécages, entre l'Inde et la Chine, pour la relier à la vieille route de Birmanie. Dans la jungle, des deux côtés, des patrouilles américaines et chinoises protègent la route et attaquent les Japonais. Vivres et munitions leur sont livrés par parachutage. Toutes les 6 minutes, un avion cargo décolle des terrains d'aviation indiens, chargé d'artillerie, de jeeps, de munitions, d'hommes et de vivres. Dans le ciel de Birmanie, au-dessus de ces massifs montagneux de 5000 mètres d'altitude, passent des cargaisons plus importantes qu'il n'en est jamais passé par la route de Birmanie. Et dans le ciel de Chine, le Japon doit faire face à une nouvelle opposition. De jeunes Chinois, dont beaucoup furent entraînés dans les camps et sur les bases du Nouveau-Mexique, d'Arizona et de Californie, combattent aux côtés de leurs camarades américains. Les avions de chasse et les bombardiers de la flotte aérienne chinoise et ceux de la 14e division du général Chennault volent aujourd'hui ensemble au-dessus de la Chine. Frappant les concentrations ennemies, coulant les bateaux postés le long des côtes chinoises. Ce même peuple qui avait déplacé une nation sur plus de 3000 km et construit la route de Birmanie, construit aujourd'hui des aéroports à l'aide de pierres et de boue. Aujourd'hui, bien que toujours coupées du reste du monde par de vastes étendues de terre et de mer, les armées chinoises et les partisans chinois résistent toujours fermement à la machine de guerre japonaise. Madame Chiang Kai-shek. Nous, les Chinois, nous voulons comme vous un monde meilleur. Pas pour nous seuls, mais pour toute l'humanité, et nous devons l'obtenir.
7 mai 1945, le général Jodl signe à Reims l'acte de capitulation au nom du haut commandement allemand. Les peuples de l'Europe manifestent leur joie. En Angleterre, Winston Churchill, l'homme qui n'a jamais renoncé, est longuement acclamé par la foule. Les souverains britanniques, le roi George VI et la reine Elisabeth sont eux aussi ovationnés. Les Londoniens dansent dans la nuit devant le palais de Buckingham en agitant des drapeaux aux couleurs des pays victorieux. Le roi de Norvège, Håkon VII, symbole vivant de la résistance de son pays, reçoit lui aussi les hommages délirants de son peuple. À Paris, le général de Gaulle, le général rebelle du 18 juin 1940, bénéficie d'une immense popularité. La Grand Place, à Bruxelles, résonne des cris et des chants d'un peuple pour qui le cauchemar est également terminé. Quelle hécatombe en effet. En Allemagne, 7 millions de morts, en Russie, 20 millions, soit 12% de la population. En Pologne, 6 millions de morts, soit 22% de la population. Les grands cimetières uniformes, aux croix blanches, atteste de la fureur des combats. L'administration de l'Allemagne vaincue devient une des missions prioritaires des vainqueurs. Il ne suffit pas de faire disparaître les signes de l'hitlérisme. Il faut aussi gérer un grand pays en ruine, situé au cœur de l'Europe et peuplé de 45 millions d'habitants. Or, les infrastructures et les villes sont en grande partie détruites et l'exode de la population complique encore davantage la situation. Les problèmes se posent d'une façon d'autant plus aiguë que les nations victorieuses ont également, dans leur propre pays, une tâche de reconstruction à accomplir. Les Alliés décident de confier l'autorité de tutelle à un conseil de contrôle formé par les chefs militaires alliés des 4 zones d'occupation américaine, russe, britannique et française. Ils se réunissent périodiquement à Berlin. L'ancienne capitale du Troisième Reich est elle-même divisée en 4 secteurs confiés aux 4 vainqueurs. Le commandement militaire français s'installe dans l'ex-quartier Hermann Göring, rebaptisé Camp Napoléon. Les 3 grands se rencontrent à Potsdam le 17 juillet 1945. Ils décident, pour éviter que tout risque de revanche ne se développe, de démilitariser rapidement l'Allemagne et progressivement de la conduire à la démocratie. Ils conviennent également du nouveau tracé des frontières sur la ligne Oder-Neisse, qui fait perdre à l'Allemagne un quart de son territoire de 1938, les meilleures terres à blé et la région industrielle de Haute-Silésie. Un ultimatum est également adressé au gouvernement japonais. Au cas où il refuserait la reddition sans condition, le Japon s'exposerait à la destruction complète. Le peuple allemand avait lui aussi souffert et vivait dans d'effroyables conditions. Mais leur chef était responsable de cette guerre. Le sentiment des Alliés n'était pas à la clémence. Alors que la conférence de Potsdam n'est pas encore terminée, le résultat des élections britanniques tombe. C'est une victoire écrasante des travaillistes. Churchill cède son poste de Premier ministre à Attlee. Avant de se séparer, les Alliés se mettent d'accord sur les moyens de réussir la dénazification. Il faut pour cela supprimer le parti nazi, épurer la fonction publique, faire juger les criminels de guerre, les subalternes par des conseils de guerre alliés, les dignitaires nazis par une cour de justice exceptionnelle. À cet effet, un tribunal militaire international se réunit à Nuremberg
Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, 21 accusés représentant les milieux dirigeants nazis et le grand état-major doivent répondre de leurs actes devant des juges désignés par les nations alliées victorieuses. C'est la première fois dans l'histoire que les notions de génocide ou de responsabilité collective sont prises en considération. Parmi les accusés, dont Hess, Ribbentrop, Seyss-Inquart, Keitel, le maréchal Göring, ancien commandant de la Luftwaffe, est le point de mire de l'assistance en raison des accusations particulièrement lourdes qui pèsent sur lui. Sa désintoxication forcée l'a fait maigrir de 35 kilos. Il a retrouvé la belle prestance de l'aviateur de la Première Guerre mondiale et la maîtrise oratoire qu'il avait à 30 ans. Les preuves accumulées vont des théories de Hitler énoncées dans Mein Kampf aux témoignages de toutes sortes contenus dans des documents occupant des pièces entières. Le procureur général américain, Robert Jackson, ouvre son réquisitoire par un long discours chargé d'accusations. N'est-ce pas une des grandes victoires de la raison sur la puissance que de voir 4 grandes nations remettre l'ennemi captif entre les mains de la justice, alors que tant d'injustices et de combats auraient pu justifier les tentations de la vengeance? Il y a eu un crime que tous les hommes raisonnables et de bonne volonté reconnaissent, un crime qui en engendre beaucoup d'autres. Ce crime, c'est le déclenchement d'une guerre injuste. À l'époque où nous vivons, c'est une lourde tâche de faire comprendre à tous les hommes qu'il existe un droit dans la vie des peuples et que la guerre n'est pas une arme sans contrôle entre les mains de ceux qui la mènent. Les misérables captifs ici présents incarnent à présent bien mal l'omnipotence de l'État nazi. Ce sont eux pourtant qui jadis plièrent sous leurs joues bien des pays et terrifièrent le reste du monde. Nous leur démontrerons qu'ils sont à jamais le symbole de la haine raciale, du terrorisme, de la violence et de l'excès de pouvoir. Ils ont porté un préjudice mortel à la grande Europe par leur militarisme et leur nationalisme exacerbé. Ils ont dénaturé sa spiritualité et son identité et ont épuisé le sang de plusieurs générations. La civilisation ne peut tolérer aucun compromis à l'encontre de ces forces pernicieuses qui redoubleraient de vigueur et de violence si nous ne nous entremettons pas énergiquement pour les empêcher de nuire. 3 catégories de crimes sont imputées aux accusés. Crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Les crimes contre la paix concernent la préparation, le déclenchement, la direction d'une guerre en violation des traités ou des accords internationaux. L'accusation prouva que toute une série d'actes d'agression, la remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936, l'occupation de la Bohême et de la Moravie au printemps 1939 avaient précédé la guerre d'agression menée par l'Allemagne qui débuta le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne. L'annonce en était d'ailleurs explicitement faite dans Mein Kampf, écrit par Hitler en 1924 dans la forteresse de Landsberg, ce qui permettait de conclure à la préméditation. Les discours du Führer aux forces armées relatifs à la conquête de l'espace vital par la force, le fameux Lebensraum, donnaient une preuve supplémentaire d'une conspiration de longue date. La seconde inculpation s'appliquait aux crimes de guerre. Mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre, principalement soviétiques, assassinats de fugitifs repris, déportation en masse des populations civiles, des territoires occupés pour y travailler sous la contrainte, otages pris et fusillés, gazage des juifs et des tziganes, ordonnance tristement célèbre, Nacht